Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, le sommaire. Les rideaux sont tombés sur le concours national des jeunes entrepreneurs de Guinée. Les lauréats ont été primés en présence du Premier ministre chef du gouvernement et du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Lutte contre l'immigration clandestine, l'OIM renforce les capacités des jeunes migrants. La démarche vise à favoriser leur insertion socio-professionnelle à travers des activités génératrices de revenus. Enfin, page souvenir, il y a 24 ans, l'emblématique journaliste sportif Aboubacar Kanté nous quittait. Après tant d'années, il reste toujours une icône dans le milieu sportif guinéen. Bonsoir et bienvenue. Les lauréats du concours national des jeunes entrepreneurs sont connus. Ils ont reçu des chèques symboliques pour le financement de leurs différents projets. Une manière pour les initiateurs d'encourager le secteur privé à travers l'autonomisation des jeunes dans notre pays. La cérémonie a connu la présence du Premier ministre chef du gouvernement et du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Reportage Kiamokaba. 5 minutes devant le jury pour défendre son projet. Cette année, ils sont 14 sous les feux des projecteurs parce qu'ils incarnent l'énergie entrepreneuriale. C'est la grande finale du concours national Jeunes Entrepreneurs. 4 jeunes ont retenu l'attention. Ils reçoivent des chèques symboliques de 50 millions chacun pour développer leur business et aller au bout de leur projet. J'ai défendu le projet Toulor, qui est un projet agroalimentaire. C'est un projet qui résout le problème des ménages qui sont confrontés aux problèmes de sécurité et d'hygiène de l'huile de palme disponible dans les marchés communs de Conakry. Alors j'ai reçu 50 millions ce soir. C'est de l'argent que je vais investir, que je vais utiliser à bon escient pour faire grandir le projet. C'est un projet de production industrielle de piment. Et ce projet consiste à mettre en valeur un domaine agricole afin de produire le piment frais. Et c'est ce piment frais qu'on va transformer pour obtenir de la purée de piment et mettre sur le marché guinéen. L'événement est organisé par Vision Large. Son ambition est claire, encourager la création d'entreprises innovantes, détecter des projets de création et soutenir les plus promoteurs grâce à une aide financière et à un accompagnement adapté. Le concours a démarré le vendredi et donc aujourd'hui c'était la clôture. Et les projets ont porté sur l'agrobusiness, le digital, le média, la pêche, l'élevage et l'entrepreneuriat social. L'objectif, c'est de réduire le chômage des jeunes, mais aussi freiner la migration irrégulière. Les jeunes et l'entrepreneuriat, un tremplin incontournable pour le développement de la Guinée. Dans ce registre, le Premier ministre chef du gouvernement apporte le soutien de l'État et encourage ces jeunes à passer de l'idée à l'action. Il nous faut développer l'entrepreneuriat parce que c'est à travers cet entrepreneuriat que nous pourrons créer de la richesse et pour créer cette richesse, de créer des emplois. L'administration publique ne donnera jamais assez d'emplois. Et l'administration publique, contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui, n'est pas le lieu où on crée de la richesse. Le rôle de l'administration publique, c'est de créer les conditions pour que les entrepreneurs créent la richesse. L'administration publique, c'est celle qui doit être à votre service tous les jours pour résoudre vos problèmes, pour gérer vos ressources, parce que les ressources de ce pays, elles vous appartiennent, elles n'appartiennent pas aux fonctionnaires. Je prends l'engagement ici que vous serez soutenus, vous et tous les programmes d'entrepreneurs. Le défi est d'investir davantage dans le processus d'émancipation des jeunes en vue de susciter leur forte implication dans l'émergence du pays. Un autre concours a été lancé hier. Il s'agit du concours d'accès à la faculté des sciences techniques de la santé. Cet examen concerne les bacheliers des sciences expérimentales et mathématiques. La démarche vise à choisir les meilleurs pour ce département de l'université. Reportage Fatoumata Kourouma. 260 jeunes bacheliers des options sciences expérimentales et mathématiques affrontent les épreuves du concours d'accès à la faculté des sciences techniques de la santé. La condition principale pour être éligible à ce concours est d'être admis au bac avec mention. Il faut avoir le bac avec une mention assez bien, bien ou très bien pour être candidat au concours. C'est ce qui a toujours prévalu à la réouverture de la faculté. Et nous avons mis aussi des filières paramédicales pour 4 ans de durée
Les filières comme sage-femme, infirmier d'État, préparateur en pharmacie et autres. Cette année, ils sont un peu plus nombreux. Nous avons autour de 260 candidats. Il y a 150 places en médecine, 30 en pharmacie et 20 en odontostomatologie. Les filières paramédicales ne prennent pas plus de 50, toutes filières confondues. La plupart des candidats veulent faire la médecine. En cette première journée, les postulants sont évalués dans 2 matières. À terme, ils doivent avoir la moyenne en mathématiques, français et autres pour accéder désormais aux sciences techniques de la santé. L'épreuve se déroule sur 2 jours, 2 épreuves par jour, des épreuves de 2 heures. Aujourd'hui, donc, ça portera sur l'épreuve de mathématiques et de français, et demain ça va être l'épreuve de physique et de chimie. La précision à apporter, c'est que c'est les épreuves niveau terminal qu'on leur redonne. Je me suis préparée au moins à 90% parce que faire la médecine, ça a été toujours mon rêve depuis l'enfance. Ce rêve qui me tient à cœur et je pense que c'est une forte chance pour moi de réaliser mon rêve. Ces candidats à ce concours ont déjà leur passe pour l'université. Les uns ont recueilli 12 de moyenne, les autres plus. Les non-admis à ce test d'accès pourront exceller dans d'autres filières différentes de la faculté des sciences techniques de la santé. Direction l'Abbé où séjourne actuellement le représentant résident de l'UNICEF en Guinée. Il a procédé à l'inauguration des infrastructures scolaires pour soutenir la scolarisation des enfants de la localité. Reportage Sarafoudine Diallo, Mohamed Alpha Baldé. En cette période de rentrée des classes, le patron du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Guinée effectue sa 2e visite de travail dans la région de l'Abbé. L'institution onusienne intervient dans divers secteurs sociaux comme l'éducation. C'est dans cette dynamique que Pierre Ngom inaugure les toutes nouvelles salles de classe du bâtiment principal de l'école primaire de Hogomburo, entièrement rénové par l'UNICEF. J'étais ici en 2019. Je suis revenu aujourd'hui pour l'ouverture des classes et le lancement de la vaccination. J'ai trouvé aussi que les financements que l'UNICEF octroie aux communautés à travers les autorités régionales et locales se portent bien parce que ces financements sont très bien gérés. Deuxième étape de cette visite, le centre d'hébergement des enfants déshérités de la Moyenne-Guinée. Au lendemain de cette tournée, le patron de l'UNICEF Guinée lance la campagne de vaccination porte à porte contre la poliomyélite dans la commune rurale de Sanou. Nous avons comme cible à l'Abbé 75 000 enfants à vacciner. C'est un honneur pour nous de recevoir monsieur le représentant de l'UNICEF qui va regarder de visu ce que nous sommes en train de faire sur le terrain et l'appui qu'ils sont en train de nous apporter depuis quelques années. L'UNICEF nous a apporté beaucoup d'appui et beaucoup de choses. Des bourses sont octroyées à nos élèves, des motos. Ensuite, l'UNICEF nous a outillé en outils informatiques pour le DSE et avec tous ces accessoires. Ultime étape de la tournée dans cette commune rurale de Sanou, la visite du collège régulièrement appuyé par l'institution et le réseau d'adduction d'eau de Sanou. Et puis, des jeunes migrants retournés en Guinée bénéficient d'une formation professionnelle. C'est un appui de l'OIM qui vise à faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. Compte rendu Marwan Kamara, Safia Toukondi. La formation et l'encadrement des jeunes migrants retournés au pays, l'une des ambitions des partenaires au développement en Guinée. Pour concrétiser cette volonté, l'Organisation internationale pour les migrations en partenariat avec l'École nationale des postes et télécommunications offre la formation à 18 jeunes migrants retournés. Une formation qui permet d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Ce partenariat voudrait que l'école renforce les capacités de ces migrants-là en les dotant de connaissances dans les différents domaines, filières que l'école a ici, pour permettre à ces migrants-là d'être autonomes sur le marché de l'emploi. Cette formation a porté notamment sur la maîtrise des techniques comme maintenance informatique de base, maintenance électronique et traitement audiovisuel. Un échange reçu à l'École nationale des postes et télécommunications.
Des personnes pratiquement qui avaient sacrifié leur vie pour aller en aventure. Mais heureusement, l'OIM est parvenu à les récupérer, à les motiver à suivre cette formation professionnelle qui les permettrait d'avoir un revenu substantiel et qui sûrement va les décourager du chemin de l'aventure. Nous, les bénéficiaires, se félicitent par la qualité de formation requise par le personnel compétent, expérimenté et dévoué de l'ENPT et le soutien sans faille de l'OIM Guinée en fournissant les outils informatiques, électroniques, audiovisuels et transports. La cérémonie est mise à profit par les partenaires pour décerner des satisfecits à des jeunes, une manière de les accompagner pour une réintégration socio-professionnelle réussie. Restons avec l'OIM qui continue la même démarche du côté de Mamou. Là-bas aussi, des jeunes migrants retournés ont été formés dans le domaine du système solaire photovoltaïque. L'objectif est de les rendre autonomes afin de lutter contre l'immigration clandestine. Mamadou Patebaldi. Depuis le début des opérations de rapatriement volontaire des migrants par l'Organisation internationale pour l'immigration, près de 9000 migrants ont retrouvé leur famille à Mamou. Dans le but d'aider le gouvernement à maintenir ces jeunes dans le pays, l'Union européenne appuie les nouvelles autorités à développer des activités génératrices de revenus en faveur de ces jeunes migrants. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi migratoire. Donc nous avons des milliers de jeunes Guinéens qui sont en train de périr dans la Méditerranée et au niveau du désert. Donc l'OIM contribue à les ramener chez eux et aussi les accompagne pour leur réintégration durable. Ils sont au total 16 jeunes migrants de la ville Carrefour à être formés sur les techniques d'identification, de montage et d'installation du système solaire photovoltaïque. Lancée en juillet dernier, cette formation va faciliter la réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes, dont la plupart sont des diplômés en quête du premier emploi. Il faudrait que ces jeunes, mais après la formation, qu'ils soient outillés techniquement afin qu'ils soient autonomes pour l'installation d'un site. Par exemple, tout ce qui est système d'installation, entretien et suivi des systèmes solaires photovoltaïques. Cette formation, néanmoins, au début, je n'en voulais pas cette formation, mais au fur et à mesure, par rapport aux recherches et par rapport aux études que j'ai faites de cette formation, j'ai compris que cette formation est très importante pour moi. Et puis, grâce à cette formation, je peux réussir mon avenir. Ce programme du gouvernement vise non seulement à réduire le flux migratoire, mais aussi aider les jeunes à être des vrais ouvriers capables d'apporter un plus au développement socio-économique de notre pays. Dans la foulée, la direction d'électricité de Guinée se concerte avec l'ensemble des parties prenantes dans la stratégie de redressement du secteur. À l'issue de la rencontre, un point de presse a été organisé. Compte rendu Nabi Kamara. Cette semaine, c'était au tour des patrons de presse d'être reçus par la direction générale de EDG pour s'informer sur le fonctionnement du service stratégique du pays. Devant ces hommes des médias, le directeur général de cet établissement public a parlé des grandes problématiques de l'heure et les causes des coupures fréquentes du courant dans les quartiers et les modes de facturation des consommations d'électricité. Les coupures sont dues à plusieurs choses. Il y a des coupures qui sont saisonnières à cause des orages sur les grandes lignes de transport. On a au moins 2 sur 5 postes qui sont très chargés, notamment dans les coins de Kisoso et en tout cas toute la banlieue haute de Conakry. Le poste spécifique de Kisos, c'est celui de Amdalaï. Donc les nuits, on est obligé de réduire les charges par les délestages, sinon les postes-là ne peuvent pas alimenter ces zones-là. Il y a des projets en cours actuellement, des projets structurants pour régler de manière définitive ces problèmes-là. Pour résoudre le problème de facturation forfaitaire des tarifs d'électricité, EDG projette la pose des compteurs prépayés. Selon le directeur général, c'est la solution la mieux adaptée. Concernant les compteurs prépayés, effectivement, il y a un plan de pose de compteurs. Nous sommes en train de pousser très fort pour la pose de compteurs parce qu'aujourd'hui, l'électricité coûte de l'argent. Donc, il faut que quelqu'un paye. Les consommateurs doivent payer ce qu'ils consomment. Donc, nous voulons sortir de ces arrangements de facturation forfaitaire pour aller sur un système beaucoup plus transparent où le consommateur il ne paye que ce qu'il consomme. À EDG,
On indique que la consommation abusive de l'énergie provoque la surcharge du réseau électrique qui contribue à la détérioration de la qualité du service. Environnement vers la mise en œuvre d'un programme de gestion durable des zones humides. L'État et ses partenaires ont échangé autour d'une politique nationale de protection de ces zones actuellement menacées. Elle sera sanctionnée d'un plan d'action qui met en exergue les préoccupations des communautés. Le point avec Ousmane Ba. Château d'eau d'Afrique de l'Ouest, la Guinée regorge 1165 cours d'eau repartis en 23 bassins, dont 14 transfrontaliers et un littoral de plus de 300 km. Pour une meilleure coordination de leur protection, les parties prenantes s'attellent à l'élaboration d'une politique nationale. Elle sera assortie d'un plan d'action qui répond aux standards de gestion durable des zones humides en tenant compte des préoccupations des collectivités. Cette zone humide, c'est là où on peut se retrouver les flancs d'eau, les lacs, les zones non touchables, les zones réglementaires, les zones qui servent de refuge naturel pour le régime hydrique et souterrain et terrestre. Raison pour laquelle il faut donner une importance extrêmement capitale à cette politique de zone humide. Le problème de l'environnement, c'est un problème transversal qui ne relève pas d'un seul secteur. Donc si on le traite à huis clos, c'est qu'on va aller à l'encontre des intérêts d'autres secteurs. Par exemple, les barrages, on réalise les barrages ont besoin de l'eau, mais cette eau-là vient des zones humides. Donc si on ne tient pas compte aussi des préoccupations de ceux qui font les barrages, comme de l'agriculture, c'est qu'on va mettre en place des politiques qui ne sont pas des politiques standards et qui ne prennent pas en compte les préoccupations des acteurs. Les données déjà recueillies font foi de la dégradation poussée de l'écosystème guinéen suite aux multiples agressions qu'il subit, d'où l'impérieuse nécessité de sa préservation et de sa restauration. Les zones humides sont en proie à de l'agriculture itinérante sur brûlis, en proie à la pêche illicite, elles sont en proie même aux défrichements culturels, notamment le long des principaux cours d'eau. Il s'agit donc d'un certain nombre d'activités anthropiques qui induisent un impact négatif à la situation actuelle de nos zones humides. Les zones humides sont parmi les milieux les plus productifs du monde. Elles constituent le berceau de la diversité biologique. Ces zones fournissent l'eau et la productivité primaire avec un grand nombre d'espèces de plantes et d'animaux dont la survie en dépend. À Touba, une association s'implique dans le maintien de l'hygiène publique. La structure a organisé récemment une opération d'assainissement dans la cité, une action accompagnée du don de matériel et d'infrastructures publiques. Reportage Souleymane Kondé, Bernard Tanguino. La propriété de leur localité leur tient à cœur. Les ressortissants de Touba, réunis au sein de l'association Benkanto, exécutent une vaste action d'assainissement de la cité religieuse. Par cette opération, les membres de Benkanto entendent contribuer au bien-être de la population de Touba. Le premier projet qu'on a réalisé, c'est de renouveler la mosquée, de faire un centre de santé amélioré, d'acheter des camions pour l'assainissement à Touba. En plus, un radio rural, de construire un bâtiment pour ça. Un centre de conférence. À l'avenir, on a un grand projet. Touba n'a pas l'eau. Touba n'a pas l'électricité, Touba n'a pas des appartements sociaux, tout ça est dans le projet de Benkanto. Pour pérenniser son action d'hygiène publique, l'association offre des camions de ramassage d'ordures et autres matériels d'assainissement à la commune. Benkanto nous a aidés à assainir notre cité. Aujourd'hui, il n'y a plus de moustiques. Nous nettoyons tous les dimanches. Tout ça grâce à Benkanto. Depuis plusieurs années, l'association Benkanto participe au développement de Touba, une sous-préfecture située à 45 km du chef-lieu de la préfecture de Gawal. Ici, plusieurs infrastructures sociales réalisées par ses fils ressortissants viennent d'être inaugurées. Des actions menées en prélude au Grand Fidao qui s'annonce pour janvier 2022.
L'on a célébré le 1er octobre dernier la Journée internationale des personnes âgées. Dans le sillage de cette célébration, notre rédaction vous propose un coup de projecteur sur le couple Morel. Un couple presque centenaire qui a fêté en ce mois d'octobre son 63e anniversaire de mariage aux noces de Lilas. Les secrets de la longévité de ce couple avec Fodé Camara. Pour remonter le temps et revisiter plus d'un demi-siècle de vie conjugale, notre équipe s'est rendue au domicile de la famille Morel, 6 équipés dans la banlieue de la capitale. Une exclusivité empreinte d'émotion. Charles Morel, 94 ans, et Marie-Gaine, 90 ans révolus, se sont dit oui depuis plus de 63 ans. C'était le 11 octobre 1958. Une histoire sentimentale pleine de souvenirs inoubliables. C'est Dieu qui donne la longévité. Oui. Mais longévité aussi, il faut le comprendre, c'est Dieu qui donne ça. C'est pas l'homme qui donne, c'est Dieu qui donne. Il faut toujours remercier Dieu, tout ce qu'il te donne, la santé, la paix du cœur, dans toutes les familles. Bon. Et puis, il faut savoir comment tenir ton mari. Si Dieu vous donne des enfants, il faut les éduquer aussi, les montrer la route qui va vers Dieu. Le 11 octobre 2008, les noces d'or, marquant les 50 ans de vie matrimoniale de la famille Morel, ont été célébrées en apothéose par la famille et les amis. Certes, la providence est l'une des raisons de cette longévité, mais aussi l'attachement aux choses simples de la vie et l'esprit de discernement. La longévité, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, mais aussi, il faut savoir se ménager dans sa jeunesse. Parce que quand on ne sait pas se ménager dans sa jeunesse, on tombe dans le chaos. Ou l'alcool, ou ceci, cela, les cigarettes. C'est recommandé de laisser la cigarette. La cigarette, c'est un élément qui tue lentement. Pour les enfants du couple Morel, naître et grandir auprès de ses parents inspirants représente une bénédiction, une source d'inspiration. Le souvenir poignant qui m'a marqué, c'est que, au fait, je ne retiens à aucun moment que papa et maman puissent se chamailler. Ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Et vraiment, j'ai jamais vu ça. Sur 7 enfants, nous étions tous là autour d'eux. Ils ont pu nous élever comme ils pouvaient et nous sommes tous là aujourd'hui. L'empathie, l'amour du prochain et autres principes divins ont toujours guidé ce vieux couple. Une attention réciproque de tous les instants. Les difficultés ne finissent jamais. On ne peut pas être heureux tout le temps. Mais quand on est dans la paix de ton intérieur, quand tu quittes le travail et que tu rentres dans ton foyer, hein, ta femme te reçoit, hein, mais ça te remonte. Et voilà ce que c'est que l'amour. Le sens élevé du pardon a servi de bouclier pour ce couple de 63 ans, l'un des plus vieux de la République. Un ménage où la loi de Talion, dent pour dent, œil pour œil, est bannie à jamais. Une feuille de route qui renforce cette dynamique de compréhension mutuelle qui résiste au temps. Longue vie au couple Morel. Instant souvenir, il y a 24 ans, l'emblématique journaliste sportif Aboubacar Kanté nous quittait. Il est décédé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après tant d'années, il reste toujours une icône dans le milieu sportif. Kadiatou Traoré revient sur la vie de ce baobab du micro. Le 24 octobre 1997 à Abidjan, au bord de la lagune ébrayée, que Boubacar Kanté a été nuitamment assassiné à son domicile par des inconnus qui courent toujours. La triste nouvelle se répand comme une traînée de poudre et consterne le monde entier. Boubacar Kanté était un journaliste de renom, doublé d'un homme de culture qui avait donné à la régie téléphone ses lettres de noblesse. Volubile à la voix grave, il avait constitué avec le doyen Pathé Diallo le premier duo narrateur-commentateur techniquement appelé de nos jours J1 et J2.
C'est encore les deux qui prirent part au congrès constitutif de l'USA, Union des journalistes sportifs africains, en 1970 à Khartoum, au Soudan, qui accueillait la CAN, la première du style national de Guinée. En 1973, il opta pour l'exil en Côte d'Ivoire à partir de Tunis, qui accueillait le Festival panafricain des arts et de la culture auquel la Guinée prenait part, dont Aboubacar Kanté était membre de la délégation. L'exil durera 23 ans sans qu'il n'altérât le patriotisme de celui qui est toute la Côte d'Ivoire appelé affectueusement Bouba, et qui avait pris une part considérable dans la promotion de son football par son verbe et sa verve. Les éléphants de la Côte d'Ivoire remportent leur premier titre continental en 1992 à Dakar. Ce patriotisme, Boubacar Kanté va le prouver en terre sénégalaise en renonçant à ses privilèges et honneurs d'envoyé spécial senior de Africa numéro 1 pour venir sur Radio Guinée. Sa radio de cœur est faire duo avec le jeune reporter de Radio Guinée. Face à ceux qui trouvaient son attitude comme une violation de son contrat avec la station panafricaine, Boubacar Kanté répondait sans soucier, citation, « Si c'est pour votre argent, gardez-le. Je reste au Radio Guinée, car c'est sur elle que ma chère mère m'écoute. » À Dabola. Paix à l'âme d'Aboubacar Kanté. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir. La RTG au cœur de la transition avec le CNRD, c'est la Guinée à l'unisson autour d'un idéal commun. Débats, interviews, magazines, documentaires sont des rendez-vous sur la radiodiffusion et la télévision nationale. La RTG, vous servir est notre mission.